Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, vos 30 ans de carrière et de succès, vous les devez à votre talent et à votre travail. Cela ne relève en rien d'un miracle. À l'heure où vous avez choisi de porter votre voix vers un nouveau chemin, celui des églises. Bonjour Julie Zenati. Bonjour. Alors, je vous avais reçu il y a quelques années dans les clés d'une vie. On avait commencé à parler de votre parcours, mais il y a tellement de choses à raconter qu'on va raconter aujourd'hui autre chose à l'occasion de la sortie d'un album et de vos débuts sur des scènes particulières, les églises. On va en parler tout à l'heure. Alors, le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 12 octobre 1995, la sortie de ce 45 tours. Maintenant, il restera de toi un souvenir. Votre premier disque, vous avez 15 ans et déjà une voix exceptionnelle. Alors c'est rigolo, pour la petite anecdote, c'est donc la chanson qui a été faite par Jerry DeVos et Lenny Kravitz. Et c'est mon premier titre. Je ne pense même pas que ça soit sorti. Je crois que tous les singles sont partis au pilon. C'est rigolo de réentendre ma voix de petite fille, quoi, parce que j'ai 13 ans. Oui, exactement. Et en même temps, vous avez été repéré, je crois, lors d'un karaoké dans un club de vacances. Oui, c'est vrai. Il y avait un karaoké, j'étais avec mes parents, et puis un soir, j'ai demandé à chanter une chanson de Whitney Houston qui s'appelle The Greatest Love of All. Et ils m'ont regardé, genre, elle est mignonne, la petite, bon, on va la laisser faire. Et je commence à chanter, et puis finalement, j'ai chanté tous les soirs pendant ces vacances-là. J'étais embauchée, hein. Et il y a un monsieur qui est allé voir mes parents en disant, elle a une voix exceptionnelle, est-ce que elle aimerait pas faire de la musique? Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, même si finalement, j'ai jamais signé dans cette maison de disques. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a détecté une forme de talent. Et d'ailleurs, à l'époque, vous disiez à vos copines, je rêve d'être Whitney Houston, je serai un jour Whitney Houston. Alors oui et non, c'est-à-dire que je m'identifiais énormément à Whitney Houston, en fait, parce que j'ai toujours été fan d'elle. Après, je me projetais pas vraiment dans une aventure ou un métier de chanteuse, non. En revanche, la musique est une affaire familiale, puisque votre père était pianiste amateur. Tout à fait, oui, tout part de là. C'est-à-dire que c'est vraiment de la transmission. La musique, c'est passé de mon père à moi, et ça a toujours été notre moyen de communiquer. Oui, et je crois qu'enfant, il vous accompagnait, vous chantiez Piaf, Barbara Streisand et beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Oui. Et comment c'est né ça ? En fait, j'ai toujours entendu beaucoup de musique à la maison. Et puis, mon père jouait beaucoup. À chaque fois quand il rentrait du travail, il allait se mettre au piano. Il jouait des airs, des airs et des airs. Et puis, un jour, je me suis mise à côté. J'ai commencé à fredonner et à chanter avec lui. C'est comme ça que ça a commencé. Naturellement. Oui, bah oui. Mais vous n'imaginiez pas faire une carrière? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'était vraiment un plaisir familial. Oui, en même temps, il vous a encouragé à chanter, votre père. Je ne sais pas s'il m'a encouragée. En tout cas, il m'a accompagnée là-dedans. Mais je ne crois pas que mes parents m'aient poussée vraiment à ce que je devienne chanteuse. Ils m'ont accompagnée. Oui, en même temps, vous n'avez pas besoin d'être poussée, puisque je crois qu'à 8 ans, vous appreniez des chansons par cœur sans arrêt. Oui, j'adorais ça. Oui, c'est marrant. Et on disait que j'avais une mémoire d'éléphant. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment d'avoir une mémoire de poisson rouge. C'est fou. Et ces chansons, vous les avez gardées en mémoire, non? Ah oui, je suis un karaoké vivant, moi. D'ailleurs, karaoké, on le sait pas, ça vient de kara en japonais qui veut dire vide, et ok, orchestre. Ah bah voilà. C'est orchestre vide. Orchestre vide, ne manque plus que la voix. Voilà. Et c'est Brassens qui, lui, a appris enfant 400 chansons parce que sa mère, Elvira, recopiait sur des cahiers les chansons qu'elle entendait à la TSF. Ah, et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ce métier en apprenant les chansons des autres. Alors, il se trouve aussi que vous grandissez à Montmartre, un quartier où il y a beaucoup de musique. Oui. En fait, je grandis plus particulièrement place de Clichy. Il y a aussi beaucoup de musique et c'est très hétéroclite. Donc, ce qui est super, c'est qu'il y a la musique de chez moi, la musique de mon père, la musique de mes origines et la musique de mon enfance. Oui. Et tout ça est concentré place de Clichy. Oui, vos origines, vous avez évoquées dans Méditerranéenne, qui sont italo-algériennes. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup compté, ce côté méditerranéen dans votre vie. Oui, bien sûr. Et puis, je pense que ma voix a un goût de Méditerranée, oui. Est-ce que vous avez fait le studio des variétés aussi un petit peu? Alors, c'est la fameuse légende. Non. Voilà, c'est la question que je me posais. Bah voilà. Non, en fait, c'était à côté de chez moi. Et j'avais rencontré des professeurs là-bas.
Et puis finalement, j'ai pas vraiment suivi de cursus de chant, donc non, voilà. Un peu de cabaret quand même avec votre père ou des soirées Jamais. Même pas, jamais, Non, comme ça. Jamais. À la maison et des gens qui étaient là et qui nous écoutaient. Alors, il se trouve que votre vie musicale évolue aussi, car vous découvrez un jour le rap. Oui. Et ça a changé votre vie. Bien Oui. sûr. Bah oui. Oui, là où ça a changé ma vie, c'est que forcément, c'était c'était la BO de mon adolescence. Et du coup, c'est vrai que on se construit musicalement toujours en opposition avec ses parents. Et ce qui est assez chouette, c'est que moi, mes parents partageaient plutôt ça avec moi. Donc, j'ai pu continuer d'apprécier en même temps Barbara Streisand et les psychiatres de la rime, quoi. Oui, mais en même temps, avec un look plus proche du rap que de Barbara Streisand. En même temps, j'avais 14 ans. Hein, donc... Et je crois qu'il y avait un groupe qui était le Wu-Tang Clan. Ouais, le Wu-Tang Clan. Ouais. Et là, c'était votre modèle. Ah, c'était mon modèle. Et il y avait une chanteuse qui s'appelait Tekita. Et moi, je voulais être cette fille. Et c'est le groupe de rap le plus célèbre de l'époque. Et je ne sais pas si vous le savez, Julie Zenati, lorsqu'ils ont signé dans une maison de disques, l'un des membres du clan avait comme seul papier son numéro d'écrou en prison. Et en même temps, je ne suis pas étonnée. Exactement. Et puis vous découvrez Michel Berger et Luc Ouais. Plamondon avec Starmania. Oui, ouais. Ma sœur écoutait énormément Starmania et on était dans la même chambre. Donc du coup, on confrontait nos musiques et c'est toujours elle qui gagnait. Moi, j'étais là avec Kylie Minogue et tout ça. Et puis toujours, hop, je me faisais avoir par Starmania. Et c'est comme ça que j'ai découvert Starmania et surtout, oui, Luc Plamondon. Voilà. Et il y a une chanson qui vous a marqué. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business. Les adieux d'un sex symbole avec Diane Dufresne qui est remarquable. C'est marrant, j'ai toujours été attirée par les chansons les plus sombres, en fait. Et cette chanson-là, je devais la chanter, j'avais 10 ans. Et c'était un personnage qui me fascinait. Elle me fascinait. Et c'est grâce à Diane Dufresne que Starmania est né, parce qu'en fait, Franck Gall avait écouté sa chanson, elle a dit il faut que tu appelles à Michel Berger, il faut que tu appelles l'auteur, Luc Plamondon. Et c'est comme ça que c'est né. Ah, waouh. C'est fou, hein. Quoi. Et vous auriez pu faire la version, la reprise en 88, c'est-à-dire vous y avez songé. Bah, j'avais que 7 ans. Hein. Oui. Ouais, Et vous- mais du coup, ça aurait été compliqué. C'est compliqué. Alors, en revanche, tout a commencé à La Rochelle parce que vous vous retrouvez aux Francopholies. Alors, La Rochelle, les Francopholies, il faut savoir que c'est né d'un lapsus. Un jour, à la radio, Jean-Louis Foulquier veut parler des francophonies et il parle des francopholies. Et c'est comme ça que c'est né. Et là, un jour, vous vous retrouvez là-bas. Je me retrouve là-bas parce que ma voisine de palier était le bras droit justement de Jean-Louis Foulquier, Danielle Molko, et c'est elle qui m'a emmenée pour la première fois aux Francopholies. Et sur la grande scène, il y avait justement une fête à la francophonie. Donc c'était un concert où il y avait des Québécois et des Français autour évidemment de la langue française, et je rencontre Luc Plamondon. Pour de vrai, en chair, en os et en accent. Vous êtes ému, bien sûr. Eh bien, je ne suis pas du tout émue car je ne comprends absolument rien de ce qu'il me dit puisque je ne parle pas le québécois. Voilà. Et à partir de là, je comprends juste qu'a priori, il prépare un spectacle. Il en parle justement avec cette fameuse Danielle qui s'occupait un petit peu de moi. Et elle lui dit, mais tu sais, là, la petite, elle chante très très bien. Et puis c'est comme ça que je suis rentrée dans cette aventure de Notre-Dame. Tiens, il a demandé à votre mère l'autorisation de vous faire chanter une chanson. La monture. Exactement. Y a-t-il un cœur sous ton armure? Le mien est pur comme l'azur. Laisse-moi penser tes blessures. Oublie cette mésaventures. Les paroles de cette chanson, pour une jeune fille, c'est quand même pas terrible. Bah, à 10 ans, je chantais Les adieux d'un sexe symbole où on dit quand même sur qui on éjacule, Oui. qui est quand même une petite partie du couplet. Là, bah oui, effectivement, dans la monture. Et c'est d'ailleurs ce que ma mère lui a répondu. Elle a dit, mais vous savez, de toute façon, monsieur Plamondon, ma fille a toujours chanté vos chansons les plus subversives. Donc finalement, la monture. Ça pose pas de problème. Et c'est vrai que Luc Plamondon a compris tout de suite que vous aviez du talent. Oui, enfin en tout cas, il
il voyait sa fleur de lys, oui, clairement. Ouais. Voilà. En même temps, quand on songe qu'avec Richard Cochiante, pendant 3 ans, ils ont écrit Notre-Dame de Paris pour le plaisir et qu'ils ont fait tous les producteurs de Paris que personne n'en voulait, c'est extraordinaire. C'est magnifique, l'histoire est belle parce que, en plus, la première fois finalement qu'ils ont pu donner accès au répertoire de Notre-Dame à un producteur qui était OK au moins pour écouter, ils ont fait ça, Richard au piano et Luc qui chantonnait, c'est-à-dire qu'il y avait même rien de matériel. Et l'histoire est très belle parce que ça a été conçu, c'est une vraie histoire de copains, d'amitié et d'artistes. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à reproduire sur scène, mais parce que la naissance, c'est ça. Voilà. Et est-ce que vous aviez lu Notre-Dame de Paris parce que vous lisiez aussi beaucoup Oui, oui, et puis j'étais en première et ça faisait partie du programme. Hein. Victor Hugo, on l'avait et je connaissais la fin. Voilà. Mais vous lisiez beaucoup aussi quand vous étiez adolescente. Oui, mais je lisais beaucoup de poésie. J'ai toujours été très attirée par la poésie et depuis toute petite, j'ai toujours lu beaucoup de poésie et j'écrivais des poèmes. Et d'ailleurs, à Noël, quand j'étais toute petite, mes parents m'avaient offert une machine à écrire pour que je puisse écrire mes poèmes. Et c'est peut-être pour ça qu'ensuite vous avez écrit des chansons. Peut-être. Voilà. Alors ça, c'était le point de départ, mais il y a eu une autre date importante aussi dans votre vie qu'on va évoquer. C'est le 8 mars 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Julie Zenati. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Julie Zenati. On évoquera tout à l'heure ce nouvel album et ses concerts dans les églises, qui est une première pour vous. Et on va évoquer tout de suite une date importante que j'ai trouvée le 8 mars 2010, parce qu'on n'est pas très loin justement de la comédie musicale, la sortie d'un album hommage à cette femme. Appelez-moi Maria, Maria Callas. Alors, c'était un album tout à fait inattendu pour vous. C'était un album incroyable à faire et c'était vraiment un moment où je voulais que ma voix soit considérée comme un instrument. Et j'ai toujours été fan de la Callas et j'ai toujours été fan de sa vie et de la dramaturge qu'elle était, aussi bien vocalement que humainement. Et du coup, on a écrit tout un album autour de la vie de Maria Callas, un petit peu romancé. Et là, d'ailleurs, c'est un extrait de la Wally, voilà. Et c'est un album qui m'a valu un vrai tournant dans ma vie parce que c'est un album qui s'est absolument clashé. C'est-à-dire, il n'a absolument pas marché. C'était la première fois dans ma carrière que j'avais un album qui se prenait un mur comme ça. Et pourtant, je pense que c'est le plus musical et le plus artistique peut-être que j'ai pu faire. Mais c'est marrant, c'est pas l'endroit où on voulait me voir. Et là, j'ai compris que l'endroit où on voulait me voir n'était pas forcément l'endroit où j'avais envie d'être. Et ça a été le moment où j'ai décidé de prendre une route de traverse. Voilà. Mais en même temps, c'est un album magnifique. Et c'est vrai que le destin de la Callas est incroyable. Incroyable. Parce qu'elle avait une voix exceptionnelle, qu'elle a usée d'ailleurs en chantant beaucoup trop. Et elle avait 2 problèmes dans sa vie graves. C'est sa mère qui était odieuse avec elle. Et surtout, le départ d'Aristote Onassis, dont elle ne s'est jamais remise. Jamais. Et je ne sais pas si vous le savez, mais à l'hôtel de Paris à Monaco, il y a un couloir très particulier qui a été construit par Onassis, car il avait une chambre d'un côté et la Callas de l'autre, et que pour que personne ne les voie, il avait financé un couloir à l'hôtel de Paris à Monaco. C'est tellement classe, j'adore. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que les voix des divas vous ont toujours fasciné. Oui, ça m'a toujours fasciné parce qu'en fait, je me suis toujours rendu compte, enfin, j'ai toujours été extrêmement touchée par les voix des divas, parce que peu importe la langue dans lesquelles elles peuvent chanter, j'avais l'impression toujours de comprendre ce qu'elles disaient. En fait, j'aime les chanteuses expressives. J'aime pas les choses tièdes et pour moi les voix de diva c'est brûlant, c'est intense, c'est passionné, c'est à chaque fois qu'elle chante, c'est comme si elle chantait pour la dernière fois, et ça, moi, ça m'émeut absolument. Mais vous aussi, sur scène, vous donnez tout. C'est comme vous chantiez pour la dernière fois. Moi, j'ai eu ça, et après j'ai été beaucoup critiquée parce que trop, donc je me suis ravisée. Et maintenant, grâce au fait que je puisse chanter dans les églises,
Là, il n'y a plus de filtre. Exactement. C'est fini. Alors, il se trouve aussi que, côté diva, on vous a pris pour une diva au début, lors des répétitions de Notre-Dame de Paris, Julie Zenati. Ça n'a pas été terrible. Vous chantiez au sous-sol, je crois. Oui, alors on m'a pas vraiment prise pour une diva. On s'est surtout rendu compte que j'étais une ado très timide et mal dans ma peau. Donc moi, j'ai fait toutes mes répétitions de ce spectacle au sous-sol du Palais des Congrès avec l'assistante metteur en scène parce que je voulais pas qu'on me voie. Donc la première fois où ils m'ont vue sur scène, donc Luc, Richard et tout le monde, hein, c'était à la Couturière. Carrément. Ouais. Mais pourquoi cette peur ? Je peux pas vous expliquer. Je sais pas, mais c'est récurrent dans ma carrière et dans ma vie et en fait j'en ai jamais vraiment parlé et c'est ça qui est. Donc on m'a souvent prise pour quelqu'un d'assez froid ou de distant ou de diva si on veut. Enfin on peut utiliser tous les termes qu'on veut, mais en fait c'est une vraie grande timidité. Oui, et en même temps tout le monde vous disait que vous étiez au niveau de la troupe vocalement. Oui, mais moi, j'avais pas le sentiment d'être complètement légitime. Ma voix, oui, mais j'avais l'impression que j'avais pas ni le vécu, j'avais pas ma place là. Ma voix avait probablement sa place, mais moi, non. J'ai toujours dissocié ma voix de moi. Et vous avez dit à l'époque que vous étiez victime du syndrome de l'imposteur. Oui, toujours. Pas toujours. Toujours parce que ma voix, je suis née avec. Je l'ai pas travaillée, j'ai pas travaillé pour qu'elle soit là. Donc, quelque part, alors maintenant, je travaille pour faire exister ma musique et tout ça, mais je suis quand même née avec beaucoup de chance. Oui, et le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est depuis la fin des années 70 qu'on a commencé à l'étudier. Une psychologue qui s'appelle Pauline Rosclans a fait des études là-dessus en interrogeant des femmes, et on commence à faire des recherches dans les universités pour essayer de le faire disparaître. Oui. Mais on n'en est pas encore là. Ah non. Alors, il y avait aussi les soirs où il y avait essayé les costumes. Et là aussi, vous n'étiez pas toujours très en accord avec la costumière. Oh la pauvre, elle doit me détester. Elle s'appelait Fred. On a vécu un grand moment avec cette costumière de Notre-Dame. En fait, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Hein. J'ai 16 ans. Vous allez à l'école ? Je vais à l'école. Je m'habille en baggy. Et là, on me dit, tu vas porter une robe rose avec une couronne sur la tête. Et puis voilà. Et bah, moi, pas du tout. Et elle m'amène une robe de surcroît qui était assez jolie maintenant avec le recul. Mais sur le moment, j'avais vraiment l'impression d'être une poupée Corolle, quoi. Et je lui ai dit, ah non, moi, il est hors de question que je porte ça, c'est pas possible. Et là, elle me dit un truc qu'on ne dit pas à une ado. Elle me dit, non, mais en fait, le problème, c'est pas la robe, c'est ton poids. Et voilà. Et le problème, c'est que du moment où on attaque une ado sur son poids, bah alors là, elle voit rouge. Exact, c'est normal. Et bon, bah là, c'est vrai que j'ai manqué de tact. J'ai été très corporelle. En tout cas, ça vous a pas empêché de triompher dans Notre-Dame, puisque tout le monde vous a remarqué, tout le monde a remarqué votre talent. Et puis un soir, il y a une star qui est venue, je crois, et c'était la surprise générale pour vous. Céline Dion. Oui. Ouais, oui, bah oui, quand Céline Dion est venue, bah oui. Bah en fait, non mais c'est complètement fou. Moi, je connaissais Jean-Jacques Goldman, ça je connaissais, puisque ma meilleure amie était absolument fan de Jean-Jacques Goldman. D'ailleurs, elle s'était mise au violon et tout, c'était absurde. Mais bon, Céline Dion, je connaissais pas vraiment. Enfin, non, mais je connaissais pas en fait. Bon, voilà. Et elle arrive, et puis alors là, je sens, elle passe dans les coulisses, et les gens frétillent. Il y a la flamme s'allume. C'est le carnaval de Venise, quoi, derrière. Et moi, je comprends pas. Je vois une grande dame, plus très classe, arriver. Elle a l'air hyper sympa, quoi. Enfin, limite, je suis à 2 doigts de lui faire un check. Mais et là, tout le monde se prosterne. C'est Céline Dion. Je fais OK, cool, Céline Dion. Moi, c'est Julie. Salut. Et je ne sais pas qui c'est en fait. Et on m'explique après. Et après, je vois qui c'est. Et je fais ah, OK, d'accord. Pas gênant. Bon, en même temps, peut-être que j'aurais été extrêmement gênée. Du coup, je lui aurais pas parlé. Oui. Là, j'étais assez détente. Oui. En plus, elle a commencé comme vous. Elle avait 12 ans quand elle était. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'elle m'en a pas tenu rigueur. Non, moi, je me souviens. Elle venait à Paris régulièrement avec sa mère dans les coulisses, et personne ne voulait Céline Dion à la télévision. C'était une chanteuse pour les enfants. Et elle a fait qu'une seule émission, qui était celle de Claude Pierrard, qui s'appelait Croque Vacances pour les enfants. Et elle est repartie comme ça. Et Sandra Drucker, qui l'a reprise ensuite, elle serait jamais revenue en France. Ouais, je sais, c'est fou. Hein. Comme quoi, il y a des destins. Voilà. Et le destin a fait que le public vous est resté fidèle. Et j'en ai une preuve à travers cette chanson.
se trouve que lorsque vous rentrez sur la scène de l'Européen, tout le public est en blanc. Oui. Oui, c'était justement après l'album Plus de Diva où donc j'ai passé 5 années à un peu moins à réfléchir à comment j'avais envie de faire mon métier. Est-ce que j'avais envie d'être ce que j'ai été? Enfin bref, toutes ces questions existentielles très très féminines et qui jonchent un parcours de vie. Et en fait, donc je présente ce nouvel album qui s'appelle donc Blanc à l'Européen. Les gens ne connaissent pas les chansons, ils savent juste qu'il s'appelle Blanc. Et j'arrive dans la salle et tout le monde est habillé en blanc avec des ballons blancs. Et là, ça a été pour moi un réconfort fou parce que je me demandais en fait si le public avait encore envie que je lui raconte des histoires, quoi. Et ça a été un très beau cadeau. Et en même temps, ce qui est étonnant avec vous, Julie Zenati, quand on prend votre discographie, ce n'est jamais deux fois la même chose. Vous avez toujours emprunté volontairement des chemins différents. Oui. Oui, j'ai toujours. C'était pas ni pour semer le doute, ni pour faire mon intéressante. Hein, c'est juste que pour moi, la musique, c'est un mouvement. Et donc, c'est au fil des rencontres et de ce qu'on ressent, et puis aussi de notre parcours de vie, ça façonne la musique qu'on fait. Donc, parfois, j'ai eu des albums plus doux, parce que c'était une période plus apaisée. Parfois, j'ai eu des choses plus pop, plus rock, parce que j'étais dans une mutation. Et en fait, pour moi, la musique, c'est ça. Je fais vraiment de la variété, je crois. Oui, et de la variété, et pas seulement de la variété dans la chanson, et on va l'évoquer à travers une autre date de votre parcours, encore différente, le 8 novembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Julie Zenati. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Julie Zenati. On a évoqué les débuts de votre parcours avec Dans un de Paris, avec ses premiers albums, et on évoquera tout à l'heure ces chansons qui vous permettent de donner des concerts dans les églises. Et là, une date importante parce qu'elle n'a rien à voir avec la chanson au départ, le 8 novembre 2019. Écoutez. Vous donnez une pionnière de Max Stinger à la télévision. Ah oui, dis donc, je deviens un panda. Oui. C'est fou, hein, car cette émission, c'était la première. Personne n'y croyait. C'était un jeu qui venait de Corée du Sud, qui a été créé en 2015, et vous avez accepté de jouer le jeu. Oui, encore une fois, c'était un moment où j'avais envie qu'on ne parle que de ma voix et pas de moi. Et donc, du coup, d'être cachée dans ce costume, c'est marrant parce que quand j'allais faire des notes très aiguës ou tout ça, on disait « Waouh, c'est absolument incroyable !» Et si ça avait été Julie Zenati qui avait fait ça, on aurait dit « Ah, regarde, quand elle chante, elle ouvre trop la bouche, oh, c'est trop fort, oh, voilà. » Et donc, j'ai beaucoup aimé ce petit pied de nez, finalement, à une certaine image qu'on peut avoir des gens sans être forcément très objectifs. Alors, il se trouve aussi que le panda, ça avait été choisi par vous ou par la production? Par moi. Pourquoi un panda? Parce qu'un panda, c'est joli, c'est réconfortant, mais c'est pas si gentil que ça. Et surtout, c'est un symbole, pour les Chinois, c'est un trésor national, oui. C'est un symbole d'équilibre entre la force et la sagesse. Oui. Et sa forme et les couleurs rappellent le rapport entre le yin et le yang. Et c'est pour ça que vous avez choisi. Oui. Donc, il a fallu trouver un costume de panda et l'essayer. Tout à fait. Et puis, il a fallu garder le secret. Il a fallu garder le secret. C'était très, très drôle. J'avais l'impression que je faisais partie du FBI. Comment ça se passait? Ben, on vous donne rendez-vous, il y a des points de rendez-vous, mais pas proches de chez vous. Vous êtes masqué. J'avais un nombre de suites noires avec écrit « Don't talk to me ». Voilà. Non, et c'était une expérience super parce que moi, il y a certains de mes potes que j'ai reconnus juste à la façon de bouger, parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de se parler les uns les autres. Et une fois, je me souviens, c'était Joyce. Je lui attrape la main. Et je lui fais 2 petites pressions. Elle me refait 2 petites pressions. Elle sait que c'est moi et je sais que c'est elle. Et c'était absolument génial parce que même entre nous, du coup, c'était un espèce de cluedo. Mais d'ailleurs, je crois que vos fans vous ont reconnu presque immédiatement. Ils m'ont reconnu tout de suite. Oui, bien sûr. Et même je suis sûre qu'Angoune, elle m'avait reconnu avant. Ah bon? Ouais, je suis sûre. Parce qu'il y a quand même, quand vous avez enlevé votre masque, beaucoup de gens ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Bah, je pense que personne se disait tiens, une chanteuse comme elle va oser aller se déguiser. Et en fait, moi, je pars du principe qu'il n'y a rien de... Toute expérience est chouette à vivre et qu'il faut avoir honte de rien. Donc, pour moi, aller chanter dans un costume de panda, c'était le plus bel hommage que je pouvais rendre à Chantal Goya.
Ouais, exactement, qui a fait cette chanson il y a des années. C'est vrai que Chantal Goya est toujours sur scène. Bah, bien sûr, incessamment sous peu d'ailleurs. Exactement. Au Palais des Congrès. Mais elle n'a pas l'intention d'arrêter. J'espère que. Il ne faut pas qu'elle arrête. Moi, mes enfants, ils veulent y aller encore. Mais on sommes bien d'accord. Mais les petits-enfants des enfants commencent à vouloir se dire on verra Chantal Goya un jour sur scène. Mais je pense qu'on verra Chantal Goya sur 12 générations encore. Je pense encore, mais on est bien d'accord. Alors, il se trouve aussi que vous avez fini 3e, ce qui était une belle performance. Laurence Boccolini a gagné, une victoire bien méritée. Oh oui, bien sûr, c'était une très belle licorne. Et puis, en fait, encore une fois, mais ça, c'est, je pense que, puisque moi, je m'en fiche des concours. Moi, je fais des trucs pour m'amuser. Et donc, du coup, 3e, c'est cool parce que j'ai pu rester longtemps dans l'aventure. Et vraiment, il n'y avait pas de sujet. Elle méritait vraiment de gagner. Laurence, elle avait fait des performances absolument incroyables. Et elle était ravie d'être masquée pour une raison particulière. Au début, elle ne voulait pas faire de télévision dans sa vie. Elle ne rêvait que de radio. Donc, faire dans un costume, dans une licorne, c'était génial pour elle. Puis elle adore chanter en plus. Donc, voilà. Alors, il se trouve aussi que lorsque l'émission est terminée, vous avez tourné un clip où il y a un clin d'œil, justement, à cette émission. Et c'est le clip de cette chanson. Avec des boucles d'oreilles en forme de panda. Oui, c'était. Oui, tout à fait. Ouais. Quand le clip est sorti, je ne sais pas si j'étais encore sortie de Masked Singer. Peut-être, je venais de sortir, oui, voilà. Oui. Et oui, c'était mon petit clin d'œil. Moi, je suis comme ça. J'aime bien, je dépose des petites choses comme ça. Et Tout est plus pop aussi, c'était encore une façon différente de montrer votre amour de la musique généraliste. Ah oui, bien sûr, parce que c'est très évidemment inspiré, Berger, Gall, toute proportion gardée évidemment. Hein. Mais c'était cette musique de facture très live et l'album Refaire danser les fleurs est vraiment comme ça. Et c'est parce que en fait, moi, je suis fan de plein de choses. Et Michel Berger, France Gall, c'est vraiment oui, c'est mes idoles, quoi. Et vous n'êtes pas les seuls. Et quand Starmania est sorti, personne n'y croyait. Oui. L'album est sorti. Vous savez, il y avait tellement peu d'argent qu'ils ont dû restreindre les séances d'enregistrement. Michel Berger avait mis un planning très serré parce que personne n'y croyait. Je sais. C'est marrant, ces histoires où personne n'y croit, mais le public choisit. Toujours. Moi, j'aime beaucoup ces histoires-là. Et moi, j'étais à la première de Starmania en 79 dans les coulisses pour avec Balavoine. Avec Balavoine, avec tout le monde. Bon, il y a eu une tension énorme, oui. Mais surtout, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Oui. Ça a mis du temps à décoller. Oui, ils ont arrêté alors qu'ils étaient en plein succès parce que ça montait. Oui. Alors, il se trouve aussi que la télévision, il y a eu d'autres émissions, et je crois que ça a commencé comme juré et coach de X Factor, qui était là aussi une nouvelle aventure. Oui, alors ça, c'était en 2009, je crois, et c'était une version pour W9, et c'était très chouette d'être dans la peau de ce personnage. En fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir accompagner des talents dans la projection de ce qu'ils pourraient proposer artistiquement. Ça, c'était vraiment très chouette. Donc, je les avais emmenés dans des salles de concert que j'aimais bien, je leur faisais découvrir de la musique, et je passais énormément de temps avec eux à les coacher, en fait. Ça, c'était génial. Oui, et en même temps, vous avez démontré avec cette émission, avec d'autres émissions, qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre un métier qu'on a envie de faire. Oui, mais bon, ça, il ne faut pas trop le dire. Hein. Non, moi, je ne peux pas dire ça à mes enfants. Hein. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais en fait, je crois que quand on est parent, il est très important de réussir à déceler les petites particularités, aussi petites qu'elles soient, d'un enfant, juste pour pouvoir l'aider à s'épanouir à cet endroit-là, qui sera toujours une bouée de sauvetage. Et il se trouve qu'il y a eu aussi, n'oubliez pas les paroles, et là, il y a eu un record. Vous allez plusieurs fois aussi, et là aussi, vous connaissez tellement de chansons que ça s'est bien passé. Oui, et du coup, ce qui est super, c'est que ça aide à chaque fois des associations, puisqu'on y va pour des associations. Donc voilà, oui, du coup, j'aime bien y aller parce que je chante utile. Oui, mais là aussi, il faut connaître les chansons, c'est pas toujours simple. C'est pas simple, mais on travaille avant d'y aller. On réfléchit. On se dit, tiens, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu cet artiste, en ce moment, il y a quoi? On réécoute des trucs. Mais il faut ensuite se souvenir du rythme. C'est pas toujours, même quand on est chanteuse professionnelle, c'est pas toujours évident. Pas trop. Ça, franchement, j'ai aucune explication. Je ne sais pas. Je pense que quand une chanson me plaît, je m'en souviens. Et dès qu'il y a une œuvre pour laquelle vous pouvez soutenir quelque chose, vous y allez. Exemple, les Reines du Shopping. Ah oui, oui, c'était pour l'association. Tout à fait. Oui. Oui, en fait,
je me dis que moi j'ai eu beaucoup de chance et j'ai beaucoup de chance de faire ce que j'aime et ça me semble être un devoir de pouvoir être une lumière sur une association ou voilà, c'est une façon que finalement ma musique elle sert pas à rien de pouvoir aider des gens qui en auraient besoin. Oui, en même temps, vous n'avez jamais cessé des tas d'associations et ça a commencé, je crois, une fois avec cette chanson. Que serais-je demain? Là, c'est la première fois que vous aidez une association. Je crois que c'est les Voix de l'Espoir. Tout à fait. C'est les Voix de l'Espoir et je me souviens au début quand on a commencé les Voix pour l'Espoir, leur Voix pour l'Espoir, non. Parce qu'il y a les Voix de l'Espoir et leur Voix pour l'Espoir. Voilà, ça c'est les Voix de l'Espoir. Là, c'est les Voix de l'Espoir. Et c'était avec Princesse Erika, qui était, elle, en fait, fer de lance de cette association. Et la première fois qu'on chante, on est à la Cigale, on est 4. Et que des filles. Il y a, je vois très bien l'image, il y a China Moses, il y a Princesse Erika, il y a Lame et moi. Et on est toutes les 4 et on remplit cette salle et tous les fonds vont aux Voix pour l'Espoir. Et puis ensuite, il y a eu toutes ces femmes et tout ce clip, cette chanson, et c'est devenu une grosse asso. Mais c'était incroyable. Oui, et ensuite, il y a eu la chaîne de l'Espoir, effectivement, l'association fondée par le professeur Alain Deloche, qui est un cardiologue, pour aider justement à la recherche contre les maladies cardiaques. Et puis, il y a eu le Chœur des femmes aussi. Oui, tout à fait. Laurette Fugain, oui, tout à fait. Exactement, ça c'était important. Et là, à la télévision, avec Nolwenn Leroy et Liane Folly, vous avez interprété cette chanson. Bien sûr, tu pries quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent. Là aussi, c'était quelque chose d'important. Brel, ça vous touche particulièrement? Oui, évidemment, mais comme beaucoup de gens. Et j'ai eu beaucoup de cadeaux dans ma carrière. De pouvoir chanter Brel avec Nolwenn et Liane, c'est absolument incroyable. Moi, je me souviens de ce moment, je me souviens de ce plateau, je me souviens de comment on était disposées toutes les 3. Enfin, c'est marrant. J'ai beaucoup de respect pour ces 2 artistes-là, je les adore. Oui, en même temps, la chanson des vieux amants, il y a un secret de famille que le frère de Brel a révélé. En fait, sa mère Lisette avait un amant, Maurice, qui était un ecclésiastique. Et c'est pour ça qu'il dit, bien sûr, tu pris quelques amants. Ah, d'accord. Et la vérité, c'est sa mère. Waouh. Avec un curé en Belgique. Waouh. Ok. On va plus regarder la chanson de la même manière. Exactement. Alors, il se trouve que vous avez aussi chaque fois évolué vers des aventures nouvelles. La dernière, c'est Danse avec les stars, qui était un pari aussi totalement fou. Oui, qui était un pari totalement fou, mais alors là, pour le coup, il n'y avait pas de pari. C'est-à-dire que vraiment, j'y suis allée en attendant rien du tout. J'y suis allée en me disant, de toute façon, le ridicule ne tue pas, et j'étais dans une perspective un peu de m'éloigner de la musique, en tout cas telle que je la fais aujourd'hui. Et j'ai vécu une aventure absolument extraordinaire. En fait, Danse avec les stars, ça a été une espèce d'éclairage sur l'ensemble de ma carrière et ce pourquoi j'ai fait tel choix, pourquoi je suis allée là, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... En fait, du coup, il n'y a plus aucun regret d'aucune décision que j'ai pu prendre ou du chemin que j'ai pu prendre. Parce qu'aujourd'hui, je me sens complètement alignée avec moi et cette aventure a révélé ça, vraiment. Mais comment ? Je pense qu'il y a la tête et il y a le corps. Je pense que la tête, on peut se faire des petits arrangements avec sa tête. On peut ranger des choses à certains endroits et fermer à clé et jeter la clé. Mais je pense que le corps, lui, se souvient. Lui, il sait quand il a souffert, il sait quand il a été joyeux, il sait quand on lui a menti, il sait tout ça. Et en fait, la danse révèle ça, parce que en fait, c'est un langage, la danse. Et ça, je me suis fait vraiment surprendre par moi-même. Et surprendre par le résultat, puisque vous avez fini 6e. Mais non, mais c'est fou. En fait, le fait d'arriver en quart de finale, pour moi, c'était absolument dingue. J'y crois pas. D'ailleurs, je crois qu'enfant, vous aviez songé à la danse classique. Oui, mais on m'a dit que j'étais trop grosse. Oui. Ça faisait 2 fois, déjà 2 fois dans ma vie. Non, vous êtes une vedette de poids. Merci beaucoup. Waouh, j'adore. Voilà. Dans d'autres termes, et on va le démontrer à travers la date du 25 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Julie Zenati.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Julie Zenati, mon invité, avec ce parcours tout à fait étonnant, qui continue de façon encore plus étonnante avec le 25 avril 2025, un nouvel album qui est sorti, une nouvelle route si j'ose dire, puisque la chanson principale et le titre de l'album, c'est Le Chemin. Mais le ciel, c'est prendre de nos corps l'essentiel. De temps d'éthique, de sauterelles, apocalyptique, les orages de grêle, que toutes les plaies du monde soient des grâces à se faire. C'est pas l'enfer, c'est pas l'enfer, mais le chemin, oui le chemin. C'est venu par hasard et on vous l'a proposé. Je ne sais pas si c'est un nouveau chemin. Je pense que c'est en fait la suite, peut-être assez logique, de mon chemin. J'ai commencé sur le parvis de Notre-Dame de Paris en 98. J'avais un besoin de me sentir utile dans mon travail et que ma voix serve à quelque chose. Et puis, on me propose d'aller chanter dans des églises. C'est marrant parce que évidemment, ça me bouleverse un peu, dans le sens où j'ai fait un album qui s'appelle Méditerranéenne, qui était un album justement dans le partage des cultures, etc. Et je ne visualisais pas comment réussir à partager ma propre culture dans un lieu qui n'est pas le mien. Et au départ, vous refusez. Ben, je dis toujours non, moi. Comme ça, moi, je suis tranquille. Voilà. Oui, je dis non. Et puis après, on insiste un peu. Et puis en insistant un peu, je me dis, oh, finalement, pourquoi pas ? Et je me suis rendu compte que c'était un joli symbole que de pouvoir être un pont entre ma culture, mes histoires et aussi ce lieu qui est ouvert à tous, qui avant même d'être un lieu religieux, historiquement est un lieu qui permettait aux gens d'aller se réchauffer parce que c'est l'endroit où il faisait le plus chaud dans les villages, de pouvoir se raconter des histoires en regardant des vitraux parce qu'ils ne savaient pas lire et d'écouter de la musique. Et je me dis, bah voilà, j'ai envie de participer à cette idée que la culture puisse continuer de faire vivre ces lieux-là qui parfois sont un peu abandonnés dans certains endroits. Oui, parce que finalement, les recettes peuvent permettre de rénover des vitraux, par exemple. Tout à fait, voilà. C'est ça, c'est aussi à ça que ça sert. Et c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé ce projet intéressant, parce que tout d'un coup, ma voix devient utile. Il se trouve que Nicoletta était la première à chanter dans les églises avec Godspell. Et à Noël dernier, Chico et les Gypsies sont allés interpréter des chants de Noël dans les églises de France. On fait une grande tournée. Ben oui. C'est un lieu qui s'ouvre de plus en plus à la variété. Puis à toutes les cultures. Et c'est important et c'est chouette de se dire que ce sont des lieux qui sont absolument magnifiques, qui font partie du patrimoine et qu'en fait, on a tous le droit d'y entrer, peu importe qui on prie ou même si on prie ou pas. La question n'est pas là. Alors, il a bien sûr fallu ensuite écrire des chansons. Dans cet album, il y a entre autres cette chanson Païenne. Je ferme les yeux pour voir une lueur dans la noix. C'est vrai que ça vous va bien. Vous pourriez chanter des gospels sans problème dans une église. Je pourrais, mais c'est un peu moins ma culture. Je laisse ça à celle qui sait faire et c'est vraiment la reine, c'est Nicoletta. Les chansons, justement, il a fallu donc écrire un album. C'est là où le travail a véritablement commencé. Il ne fallait pas faire du classique. Non, l'idée était de pouvoir justement, encore une fois, faire un pont entre ce que j'aime, ce que je sais faire, ce que je peux raconter et aussi le lieu qui nécessite tout un espace qui est différent de l'espace qu'on peut avoir au quotidien en termes de mots, en termes d'idées. Et donc je me suis beaucoup inspirée de lectures que j'ai pu faire et dans les lectures que j'ai pu faire, je me suis trouvée et de là j'ai pu écrire des chansons. Oui, il fallait trouver des thèmes au départ. Oui, en fait, après j'ai l'impression finalement que c'est les thèmes dans la musique et dans la chanson, c'est presque toujours les mêmes. On parle beaucoup d'amour, en fait, d'amour de l'autre, de soi. Et sauf que là, on le raconte un peu différemment. On y met une dimension peut-être un peu plus spirituelle. Mais en même temps, ces thèmes
qui sont fraternels et éternels, Oui. vous les avez choisis pour que justement chaque chanson ait un thème particulier. Oui, bien sûr. On parle de la transmission, on parle du pardon, on parle de la résilience, on parle de l'identité, on parle de l'amour éternel, infini. Et on parle de ce temps qui est bien fait et de ce temps qui permet de rythmer nos vies. Et chaque mot est encore plus important dans une chanson de ce genre que pour de la variété classique. En tout cas, il résonne complètement différemment dans les églises. Donc, pour moi, il était important d'être assez scrupuleuse sur l'écriture et sur ce que je dis. Oui, Voilà. D'ailleurs, vous dites même qu'il y a des points communs entre la chanson et la religion. oui, pour moi, oui, parce que, en fait, et le culte. Pour moi, là où ça peut se rejoindre, l'idée finalement de faire un concert, c'est de rassembler des gens et de regarder tous dans la même direction et de vivre des émotions. Oui. Et pour moi, ça peut être pareil quand on va voir une messe ou quand on va écouter des prières à la synagogue. Pour moi, c'est la même chose. C'est en fait, tout d'un coup, on n'est qu'un et on aspire et on ouvre le champ des possibles. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit point commun entre justement le culte et la musique. Ouais, ça sert à libérer des émotions. Oui, je pense que ça sert à libérer et puis ça sert à se regarder de façon très pure les uns avec les autres, puisque a priori on regarde tous la même chose à un moment. Et puis vous avez fait quelque chose qui n'est pas si courant, c'est mélanger ces paroles spirituelles et la musique pop. Oui. Oui, Ça, c'était étonnant. Oui, après, je voulais faire un projet qui me ressemble. Je voulais apporter un petit peu de moi sans prétention dans ces lieux-là. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un album qui est très pop et très organique, oui. Et ça surprend au départ, c'est Oui, jamais sûr. fait. Alors, parmi les chansons de cet album, il y a une autre qui s'intitule Un temps pour tout. Mais donne-toi du temps pour être et pour grandir. Il faut du temps pour s'oublier, du temps pour revenir. Il y a un temps pour tout, pour pleurer et pour guérir. Genre de chanson Il y qu'on a aurait pu lire un dans le Notre-Dame de temps. Paris quand on l'écoute. Ah oui, Oui, je suis flattée. ça correspond parfaitement à ça, Je sais pas. musicalement et dans les paroles et dans les inflexions. Peut-être. Alors justement, Un temps pour tout, c'est aussi le rythme de la vie qui défile. Et ça aussi, c'est important pour vous, Julie Zenati. Oui, bien sûr, oui. Le temps, ça peut être l'angoisse de tout le monde, je pense. Et en même temps, le temps, c'est aussi un chemin de sérénité et d'apaisement. Donc, c'est difficile en même temps de l'accepter à l'instant où il est là. Et ni de le projeter, ni de le fuir. Oui, et puis non seulement l'accepter, mais ne plus douter, car tout au long de votre carrière, vous n'avez jamais cessé de douter, depuis Notre-Dame de Paris. Oui, je pense que je continuerai de douter. Je pense que c'est le meilleur endroit d'humilité. Et pour faire de la musique, il faut être humble. Oui, en même temps, on dit que les jours où on n'apprend rien sont des mauvais jours. Vous apprenez toujours quelque chose. Toujours. Tous les jours. Tous les jours, j'apprends quelque chose. En regardant mes enfants, en lisant une nouvelle, en vous regardant. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Et la religion, justement, est présente dans cet album, mais ce n'est pas la religion qui vous intéresse, c'est beaucoup plus large que ça, Julie Zenati. Oui, pour moi, je parle pas du tout. C'est pas du tout un album religieux. C'est vraiment un album humaniste. Et c'est vraiment l'idée, c'est que ça soit une main tendue vers l'autre, comme moi, on m'a tendu la main tout au long de mon chemin. Une main tendue dans une époque où tout va trop vite. Dans une époque où tout va trop vite, dans une époque où on façonne nos pensées, dans une époque où on est obligé de cacher son identité, dans une époque où la violence est reine, oui. Et c'est aussi, et vous y tenez beaucoup, je crois, Julie Zenati, un album de transmission. Oui, un album de transmission et un album de pause aussi. C'est comme un drapeau blanc. J'aimerais que cet album, ça soit ça. Comme un drapeau blanc. Mais la transmission aussi par rapport à vos enfants. Bien sûr, évidemment. Parce que ça aussi, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, il faut faire attention à tout apprendre aux enfants. En tout cas, il faut essayer de leur expliquer le plus de choses possible. Et c'est vrai que la musique peut aider à ça.
eh bien, dans cet album, une autre chanson qui correspond parfaitement au titre de l'album, Reste la prière. Le monde a mal, comment danser encore face à l'inacceptable dans ce décor, les larmes font des rivières. Alors, la tournée a commencé à Paris. Comment ça se passe, un concert dans une église, Julie Netti? C'est fou. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est pas un concert. Moi, en tout cas, je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est vraiment une expérience. C'est une expérience parce que déjà, je suis au même niveau que les gens. Donc on est complètement ensemble. Je suis pas sur un piédestal, je suis pas mise en lumière de façon exceptionnelle. Je suis plutôt dans la pénombre parce que dans les églises on peut pas accrocher n'importe où de la lumière, etc. Donc je suis plutôt une ombre qui passe. Et la voix, elle résonne complètement différemment. C'est comme si elle rentrait dans chaque interstice des pierres et que tout d'un coup elle faisait un son. Et pour moi, c'est vraiment une expérience auditive et immersive absolument étrange, très agréable et qui me rapproche, j'ai le sentiment, encore plus des gens. Oui, parce que le public est beaucoup plus attentif que dans une salle de concert. On n'entend pas un bruit, on n'entend pas un téléphone portable. Ah ça, c'est vrai, je n'ai pas entendu un téléphone portable, ce qui est assez rare. Et parce que je pense qu'on respecte le lieu aussi en rentrant. Et donc il y a quelque chose en même temps au départ de solennel, et puis au fur et à mesure, les gens s'approprient l'endroit de la même manière que ma voix prend toute la place. Mais moi, un jour, j'ai fait un spectacle et on a joué dans une église à Nice, Oui. dont le curé, d'ailleurs, nous a offert le pastis qu'il fabriquait à la fin, lui-même, à la fin du spectacle. Et il y avait quelque chose de mystique. En fait, qu'on soit croyant ou pas, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des lieux qui sont tellement chargés d'histoire qu'à un moment, ils vous emmènent un peu ailleurs. Et moi, j'adore me dire que pendant 2 heures, je peux emmener les gens un peu ailleurs et en dehors de leur quotidien. Alors, il y a des cathédrales, je crois que ça a commencé à Paris. Il y a Saint-Dié-des-Vosges, Pontarlier, Bruz, Jouarre, Pamiers. Et puis, il y a plein de dates parce que ça commence à s'installer. Oui, ça commence à s'installer. Et puis, et c'est chouette. Parce que c'est vrai qu'au départ, on se dit Julie Zenetti dans une église, de la pop, waouh, tout ça semble difficilement encastrable. Et puis en fait, c'est effectivement le bouche à oreille, le fait que les gens soient curieux, viennent, et du coup on commence à avoir beaucoup de dates, oui. Oui, et il y a une chanson de cet album qui symbolise ce qui va vous arriver, c'est demain. Demain, demain, c'est si loin qu'on oublie qu'avant demain, il nous reste aujourd'hui. Prenons le temps d'un infini pour tout vivre aujourd'hui, tout vivre un jour. Demain, demain, c'est si loin qu'on Vous oublie. avez tracé votre route et c'est presque un chemin que vous tracez pour les autres, cet album et ces chansons dans les églises. Bah merci. C'est ce que vous voulez faire en plus. Je sais pas si c'était très conscient, mais en tout cas de le ressentir, c'est un cadeau. Et l'avenir maintenant, Julie Zenetti? Vivons aujourd'hui, on verra demain. Parce que ce spectacle est parti pour quelque temps. Il y a quand même quelques cathédrales en France. Il y en a quelques-unes et surtout je prends énormément de plaisir à chanter dans ces endroits-là. Je pensais pas, je savais pas du tout où je mettais les pieds. Pour moi, c'était tout nouveau. Et donc vous pensez que vous allez continuer encore pendant longtemps dans les églises et que ça relève pas du miracle? Faut croire au miracle quand même, non? Eh ben c'est pas un miracle, c'est votre talent. Merci. Merci Julie Zenetti. Il y a donc cet album Le Chemin et ses concerts dans les églises. La liste est sur Internet sans problème. Et je pense que beaucoup de gens viendront vous voir parce que on vous découvrira encore sous un autre jour. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.